Bienvenue au château de Creil. Un château trop injustement méconnu, alors que l'histoire lui a laissé une belle part. Il s'agit en fait d'un château qui appartenait au comte de Clermont, Clermont en Beauvaisis, qui était seigneur de Creil depuis le milieu du Moyen-Âge. Et ces seigneurs de Clermont, ces châtelains, avaient construit un premier château ici dont il nous reste de beaux vestiges, puis ils l'ont transmis au roi de France à partir du XIVe siècle, qui lui-même va faire une nouvelle grosse phase de travaux qui va faire entrer ce château dans les grandes forteresses du royaume de France à la fin du Moyen-Âge. Depuis 2 ans, on étudie ce site communément avec la mairie, avec le conseil départemental de l'Oise et son service archéologique. Et on a notamment, il y a 2 ans, réalisé une phase de diagnostic archéologique sous forme de sondage. Et depuis 1 an, une étude d'archéologie du bâti qui ausculte minutieusement toutes les maçonneries, toutes les élévations encore en place sur le site. C'est par exemple le cas de ce chapiteau. Ce chapiteau que vous voyez là, il est très intéressant et il est un cas d'école du type d'étude qu'est capable de faire un archéologue du bâti. Il va l'étudier différemment d'un historien de l'art ou d'un architecte. Eux vont s'intéresser par exemple essentiellement aux formes, au style, c'est-à-dire aux formes que peuvent épouser les 2 éléments principaux du chapiteau, à savoir le tailloir et la corbeille, qui sont sculptés d'une certaine manière, et ces manières évoluent évidemment dans le temps en fonction des modes, en fonction des époques, et ça permet de le dater. L'archéologue du bâti, lui, va s'intéresser à la même structure, au même objet, mais du point de vue technique, du point de vue technologique. Par exemple, ce qui m'intéresse avec ce chapiteau, c'est que vous pouvez y apercevoir en surface, notamment sur les parties planes et sur les moulures creuses, des traces, des petites vaguelettes de vide et de plein, qui sont révélatrices des outils qui ont été utilisés pour le tailler, pour le sculpter. Cet outil-là, c'est le marteau taillant breté, qui est un outil qui apparaît dans la 2e moitié du XIIe siècle, et puis qui après va connaître une réussite sans faille jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il va quasiment dominer tous les chantiers de construction pour la taille de pierre à partir de cette époque. C'est très intéressant pour nous parce que comme il y a des hypothèses de datation variables sur le château de Creil, l'utilisation de cet outil nous permet de réduire la fourchette de datation et de dire que technologiquement parlant, que techniquement, vraisemblablement, les chapiteaux et donc la salle qui comporte ces chapiteaux est bâtie quelque part entre les années 1180 et 1240, le 1240 pouvant être proposé grâce à d'autres éléments archéologiques qui permettent de restreindre la fourchette. Alors ça, c'est l'intérêt de l'archéologie du bâti. Imaginez qu'on le fait évidemment sur la quasi-totalité des maçonneries encore existantes sur le site. On a des centaines de mètres carrés de murs conservés avec parfois des beaux objets, parfois simplement des pierres taillées, mais c'est l'analyse cumulée de tous ces objets qui nous permet d'en savoir plus. Évidemment, ça c'est le 2e chapitre de l'histoire du site, et le 3e chapitre de l'histoire du site du point de vue scientifique qui va s'écrire bientôt, c'est la fouille archéologique. Elle va démarrer dans les semaines à venir, et on va en parler. Alors la fouille maintenant, qui va se dérouler dans les semaines à venir, en quoi consiste-t-elle? Son objectif, c'est de dégager et de révéler ce qu'était vraiment cette salle. Aujourd'hui, vous vous la figurez mal, entre guillemets, notamment parce que les murs que vous apercevez un petit peu partout derrière moi masquent l'ampleur de la salle à l'origine, qui était composée de 2 nefs, de 5 travées chacune. C'est-à-dire que normalement, vous devriez être en capacité d'apercevoir maintenant une dizaine de voûtes. Vous n'en apercevez que quelques-unes parce que ces murs encombrent l'espace. Ensuite, on marche trop haut. Normalement, les chapiteaux, comme ceux dont on vient de parler, on est censé les apercevoir depuis le dessous, ils sont censés nous dominer. Et en fait, cette salle, elle est presque 1 mètre à 1,50 m trop basse par rapport à ce que c'était originellement, tout simplement parce que la salle est remblayée par ce remblai sur lequel je marche, qui date de la destruction du château. Donc l'objectif de la fouille, ça va être à la fois de libérer les murs, ça c'est dans le cadre du chantier de restauration qui va avoir lieu sur le site, et en même temps l'objectif c'est de dégager ces 1,50 m de remblai que j'ai sous les pieds, mais de les étudier. Ces remblais sont révélateurs de l'histoire du site et notamment de l'histoire de l'abandon du site. Et ce qu'on espère, c'est que sous ces remblais, on découvre également peut-être des vestiges des sols anciens de cet espace, voire même peut-être des vestiges du château précédent. Autant vous dire qu'on n'est qu'au début de l'écriture du livre de l'histoire du château de Creil et qu'il y a encore beaucoup à dire. Comme Nicolas Bilot vous l'expliquait à l'instant, la fouille archéologique de l'ancienne salle médiévale de Creil démarra cette année. Cela en fait poursuit un processus de restauration du château qui a été mené et qui est mené pour les années à venir par la ville de Creil, juste à cet emplacement. Cette année, nous prévoyons des travaux de décaissement de la salle, d'étaiement des voûtes pour permettre la fouille archéologique. Et les années à venir verront certainement la réutilisation du bâtiment dans un but muséal, puisque le site musée-château est en cours finalement de réhabilitation.
Les abords seront également retravaillés et en parallèle, nous poursuivons des projets de médiation en direction des publics et des habitants de la ville de Creil. Parmi les projets de médiation culturelle menés par le service patrimoine de la ville de Creil, nous avons l'Explore Game, qui sera un jeu de piste numérique sur tablette adressé à des petits groupes d'enfants, d'adolescents, de familles qui pourront emprunter des tablettes à l'accueil du musée et faire un jeu de piste tout autour du château de Creil en extérieur. Cela permettra à ces personnes de découvrir l'histoire du lieu tout en s'amusant. Nous avons également pour projet une application qui permettra une restitution 3D du château en images finalement numériques avec la vue du château telle qu'elle pouvait être représentée vers 1400. Des résidences d'artistes vont également être organisées sur le site pour permettre aux habitants des alentours et de Creil de travailler sur le patrimoine avec un regard artistique. Des visites guidées vont être régulièrement organisées autour du château avec des ateliers, une visite de chantier pour que les gens puissent découvrir ce que sont les fouilles, les travaux en cours et participer à ce beau projet. Pour en revenir à l'application, vous avez sous les yeux l'exemple d'une restitution du château de Creil en 1400 qui a été le fruit d'un travail double entre un archéologue et un dessinateur 3D professionnel, Pierre Rupp, de la société Héritage Virtuel. Alors vous avez sous les yeux le résultat d'environ une cinquantaine de jours de travail, on va dire une dizaine de jours d'échange et une quarantaine de jours de travail de restitution pour le dessinateur. Et ça vous représente l'Oise, en tout cas le carrefour de l'Oise et de la route de Paris à Amiens, c'est-à-dire le château de Creil tel qu'il pouvait se représenter à la fin du Moyen-Âge. Vous devinez évidemment la haute cour, la partie seigneuriale. Vous apercevez très bien les ponts qui franchissent les deux bras de l'Oise et qui forment l'île de Creil. Et vous apercevez la basse-cour, qui est évidemment aujourd'hui mal connue, ou en tout cas peu connue par le public, et qui présentait une église, une grange, en fait un ensemble de fermes, et qui communiquait directement d'un côté avec la rive sur laquelle se tenait la ville de Creil, et de l'autre côté avec la rive qui ouvrait vers les champs, vers les pâtures et vers l'activité agricole dont Creil dépendait.